zijn reputatie waar. We zien in gans Europa dat Omicron zelfs geen golf meer is. Eigenlijk is het een echte tsunami aan besmettingen die we zien. Vorige week in ons land ging het over 400.000 nieuwe besmettingen. En dat zijn de gemeten cijfers. De realiteit is waarschijnlijk 3 à 4 keer zoveel mensen die besmet zijn. Maar, en dat is goed nieuws, Omicron maakt minder ziek. Een van de hoofdredenen is dat we natuurlijk zoveel mensen hebben die gevaccineerd zijn. De tweede reden is dat we ook meer en meer mensen hebben die de besmetting hebben doorgemaakt. En daardoor is het zo dat, ondanks die zoveel besmettingen, voorlopig we zien dat Omicron er niet toe leidt dat er een hogere druk is in onze zorginstellingen. Lors des premières vagues, on voyait que une personne sur 20 contaminée se retrouvait dans les hôpitaux. Aujourd'hui, avec Omicron, on voit que ce n'est qu'une personne sur 100. Et si, dans la première vague, il s'agissait d'un quart des personnes qui étaient hospitalisées, qui finalement se retrouvaient dans les soins intensifs, aujourd'hui, on voit qu'avec Omicron, c'est moins qu'une personne sur 10. Aujourd'hui, les patients qui, malgré tout, développent quand même des conséquences graves sont ou bien des personnes qui sont vulnérables, personnes plus âgées ou personnes avec des comorbidités, ou bien des personnes qui sont non vaccinées. En het is dus de hoop dat Omicron stilaan ervoor zorgt dat we van een situatie van pandemie naar een situatie van endemie zouden komen. Dat wil zeggen dat het een virus is die nog steeds aanwezig is, maar dat het langzamerhand begint naar de achtergrond te sluimeren. En dat zou positieve gevolgen hebben. Dat zou er moeten voor zorgen dat we veel minder onvoorspelbaarheid zouden hebben, dat we minder bij verrassing worden genomen, dat het eigenlijk zou worden zoals een jaarlijkse griep. Maar laat mij duidelijk zijn, dat is vandaag nog niet het geval. Op het moment waar we 60.000 nieuwe besmettingen per dag hebben, waar we 300 nieuwe ziekenhuisopnames per dag hebben, kunnen we niet zeggen dat we in een situatie van endemie zijn. We zijn jammer genoeg nog niet op dat punt. Ce qui m'amène à évoquer le baromètre Corona qui a été approuvé aujourd'hui en comité de concertation. Et dans quelques instants, je céderai la parole à Pedro Facón, le commissaire Corona, le commissaire Corona, en effet, qui, lui, avec son équipe, a effectué un travail énorme pour consulter, parler et faire ce baromètre Corona. C'est vraiment un travail titanesque qui a été fait. Mais permettez-moi quand même, en guise d'introduction, de rappeler les éléments principaux de ce baromètre Corona et la raison pour laquelle on en a besoin. Tout d'abord, il doit nous donner de la transparence et de la prévisibilité. Cela n'a pas toujours été le cas, j'en suis bien conscient, et souvent, cela a compliqué la vie des gens qui étaient impliqués par les décisions que nous avons prises. Deuxièmement, le baromètre reflète de façon transparente et simple et claire la situation sanitaire dans laquelle on se trouve. Situation de code jaune où tout est sous contrôle, situation code orange où une pression est une pression accrue, situation de code rouge où il y a un risque de surcharge. Troisièmement, grâce à ce baromètre, la vie peut continuer à être organisée de la manière la plus sûre. On peut continuer notre vie et c'est très clair quelles sont les mesures d'application pour qu'on puisse le faire en toute sécurité. De barometer is dus door het overlegcomité goedgekeurd. En zoals eerder al gezegd, die barometer zal geen automatische piloot zijn. Het is een beslissingsinstrument voor het overlegcomité dat de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid moet geven en dat er moet voor zorgen dat de beslissingen die genomen worden, dat die beslissingen transparanter zijn. Maar het zal het overlegcomité zijn die bepaalt welke de code is waarin we ons bevinden en die dus ook de maatregelen zal vastleggen die horen bij de code waarin we ons bevinden.
Dat zal gebeuren op basis van wetenschappelijke analyse, op basis van cijfers met betrekking tot de zorg, bijvoorbeeld ziekenhuisopnames of de bezettingsgraad in onze ziekenhuizen, maar ook gebaseerd op een bredere analyse van de situatie. We gaan bijvoorbeeld ook naar andere factoren kijken, zoals het maatschappelijk welzijn, motivatie enzovoort. De reden dat we dat op die manier georganiseerd hebben, is omdat het natuurlijk de verantwoordelijkheid is van alle regeringen in het overlegcomité om rekening te houden met al die maatschappelijke factoren als we beslissingen nemen met betrekking tot hoe we ons gaan organiseren ten opzichte van die pandemie. Zoals beloofd, ik ga nu het woord geven aan coronacommissaris Pedro Facón om de krachtlijnen te duiden van die coronabarometer. En zoals ik daarnet ook gezegd heb, het is een absoluut titanenwerk die gebeurd is door u en door uw team. En ik wil in naam van iedereen, denk ik, u uitdrukkelijk danken voor het enorme werk dat u verzet heeft de voorbije week. Ja, dank u, premier. En natuurlijk, moeilijke bevallingen leiden vaak tot mooie kindjes. En ik hoop dat dat voor de barometer ook het geval zal zijn. U weet dat we reeds in oktober 2020 aan die werkzaamheden waren gestart. De snelle opkomst van de tweede golf heeft ons natuurlijk wel laten zien dat we heel goed moesten nadenken over zo'n barometer. Dus het is evident dat we dat zeer grondig ook hebben gedaan. En gaandeweg hebben we eigenlijk heel wat ingrediënten of bouwstenen ontwikkeld van risico-evaluatie op basis van sanitaire analyse, maar ook indicatoren die te maken hebben met mentaal welzijn, met motivatie. We hebben ook prospectieve modellering gemaakt om vooruit te kunnen kijken wat de verwachting zou zijn op intensieve zorgen. Dus eigenlijk zijn we gaandeweg met die bouwstenen aan de slag gegaan en heeft dat ook het overlegcomité kunnen helpen. L'exercice des dernières semaines a consisté surtout à rassembler tous ces éléments en un tout. Et donc, le commissariat l'a fait sur base d'une analyse approfondie, en tenant compte, bien sûr, aussi de l'expérience et des enseignements qu'on a vus ou qu'on peut tirer de l'étranger concernant l'utilisation d'un tel baromètre. Et comme l'a dit le Premier ministre, le baromètre ne consiste pas en un pilotage automatique dans cette pandémie. On a bien vu chaque situation, chaque nouvelle évolution nécessite chaque fois une analyse approfondie, à la fois sur le plan épidémiologique et sanitaire, mais aussi une prise en compte de l'état général de la société, de la motivation du public, de la situation socio-économique, etc. Donc à cette fin, le comité de concertation continuera de s'appuyer sur les rapports des acteurs sanitaires et multidisciplinaires. Er zijn 3 niveaus voorzien, geel, oranje, rood. En bij elke samenkomst zal het overlegcomité ook het gebruik van de barometer evalueren. En als de situatie normaliseert, kan het overlegcomité beslissen om de barometer uit te schakelen en zo nodig later ook opnieuw te activeren. Indien de situatie dat vereist, kan het overlegcomité bovendien ook altijd strengere maatregelen nemen dan voorzien zijn in de barometer. Le comité de concertation a décidé, vous le savez, d'appliquer ce baromètre dans un premier temps sur un nombre limité de secteurs. Et cela ne signifie pas du tout qu'aucune mesure ne sera prise pour les autres secteurs. Ils ne sont juste pas inclus dans le système de baromètre actuel. Les 3 secteurs pour lesquels on a développé des séries de mesures sont les activités en public, l'organisation d'activités récréatives en groupe, par exemple dans la culture, la jeunesse, les sports et l'horeca. Op basis van een analyse van de maatregelen die we eigenlijk de voorbije 18 maanden hebben genomen, op basis ook van GEMS-advies, maar zeker ook op basis van intens overleg met de sectoren, met hun vertegenwoordigers, heeft het commissariaat maatregelsets voor die 3 domeinen bepaald, waarbij voor elk beheersniveau een aantal regels of mogelijkheden zijn bepaald. En dat gaat dan enerzijds om regels die te maken hebben met de gebruikers, bijvoorbeeld de mondmaskerdracht en hoe dat geregeld is, maar zeker ook over een aantal verplichtingen of vragen naar de uitbaters, de organisatoren, bijvoorbeeld in zaken ventilatie, een zeer belangrijk punt waar we vandaag ook mooie stappen op vooruit hebben kunnen zetten.
Bien sûr, et je me rends compte de tout ça, ces ensembles de mesures sont le fruit d'un difficile équilibre, soyons honnêtes là-dessus, dans lequel il a fallu concilier la nécessité épidémiologique, la pertinence des mesures, les attentes sectorielles, la viabilité économique et sociale, et bien sûr aussi les orientations politiques. Coordonner, alimenter, soutenir ce processus, telle a été la mission du commissariat. Ik wil ook namens mijn team alle betrokkenen, van de experten tot de vertegenwoordigers van de sectoren, maar zeker ook alle kabinetsleden, de administraties en ook de ministers die hierbij zijn betrokken, echt danken. Dit is een groot werk geweest en uiteraard ook mijn team zelf. Tenant compte d'une large évaluation de la situation, le comité de concertation a décidé aujourd'hui de commencer dans le niveau 3, ou rouge, code rouge. Mais on sait aussi que la situation épidémiologique évolue rapidement. On constate des changements dans le rapport entre les infections, les nouvelles hospitalisations, les admissions en soins intensifs, le nombre total des personnes dans les hôpitaux. Et donc, c'est clair qu'on devra suivre de très près ces évolutions et, bien sûr, si nécessaire, on devra aussi corriger ou adapter notre baromètre. Tot slot, ik denk dat de essentie van de barometer is dat we ons beter kunnen voorbereiden op een aantal situaties, mogelijke epidemische situaties, en dat we ons ook kunnen steunen met de barometer op een geleidelijke terugkeer naar het normale leven, iets wat met de huidige epidemiologische verwachtingen misschien ook wel wat dichterbij komt. En u weet dat het verbeteren van paraatheid ook echt een les was dat we die we uit de pandemie hebben moeten trekken. Dus het is belangrijk dat we dit ook hebben geconsolideerd in de barometer vandaag. Maar nooit zal een barometer of een ander instrument de flexibiliteit kunnen wegnemen om een situatie correct in te schatten, opnieuw te evalueren en waar nodig ook onze acties bij te sturen. Je terminerai en disant qu'une note pédagogique est à disposition sur le système du baromètre ainsi que des visualisations des ensembles des mesures par niveau de gestion. Et donc on prévoira aussi un briefing technique lundi pour vous informer davantage sur l'architecture du système. Ja, dank u wel, Pedro. En dus zoals Pedro heeft aangegeven, heeft het overlegcomité beslist dat vanaf volgende vrijdag we dus ingaan met de code rood van de barometer. Dat betekent dat dus op basis van die coronabarometer publieksevenementen binnen en buiten toegestaan zijn, met uitzondering van wat men noemt de dynamische evenementen binnen. Dat gaat bijvoorbeeld om dansfeesten of bijvoorbeeld om de nachtclubs. Die evenementen die kunnen doorgaan met 200 personen binnen, 200 aanwezigen met mondmasker. Zalen die een grotere capaciteit hebben dan 200, die kunnen tot 70% van de capaciteit van hun zaal gebruiken. Zalen die een goede luchtkwaliteit hebben. Dat wil zeggen dat de luchtkwaliteit beter is dan 900 ppm CO2. Die kunnen zelfs de 100% capaciteit van hun zaal gebruiken. Steeds met mondmasker natuurlijk. Wat ook belangrijk is dat we beslist hebben dat begrafenissen en huwelijken dat die kunnen blijven doorgaan. De stelregel is altijd geweest dat met de ingang van deze barometer, wat vandaag reeds mogelijk was, morgen, dus vanaf vrijdag als de barometer ingaat, ook nog steeds moet mogelijk zijn. Pour l'ORECA, donc le fait d'être dans le code rouge signifie que les règles actuelles, les mesures actuelles restent les mêmes. 6 personnes par table. L'heure de fermeture passera à partir de vendredi de 11h aujourd'hui à minuit. Georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven, niet-professionele sport zijn toegelaten. Het gaat over maximum 80 personen binnen, maximum 200 personen buiten. Overnachtingen op kampen zijn toegelaten. Conformément aux nouvelles règles concernant les activités à l'intérieur, le comité de concertation a également décidé que toute une liste d'activités et d'espaces à l'intérieur peuvent réouvrir à partir de vendredi. Il s'agit notamment des plaines de jeux à l'intérieur, les bowling, les snooker, les salles de fléchettes, les parcs d'attractions à l'intérieur. La situation sanitaire actuelle nous pousse à maintenir
les mesures en vigueur par rapport au télétravail, les mesures en vigueur par rapport au shopping, par exemple. Dus we houden de regels van 4 dagen per week telewerk, die houden we aan. De regels die vandaag van toepassing zijn met betrekking tot het winkelen, houden we aan. En de regels met betrekking tot het gebruik van de mondmasker houden we ook aan. Nu, de reden die het mogelijk maakt dat we vandaag zoveel dingen kunnen, want eigenlijk kunnen we in ons land bijzonder veel zaken met betrekking tot het gewoon leven aanhouden. Ja, de reden dat we dat kunnen is het feit dat we zo'n hoog niveau van vaccinatie hebben. Wie gevaccineerd heeft 90% minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Wie gevaccineerd is, heeft de helft minder kans om besmet te raken en dus ook het virus over te dragen aan iemand anders. Et vu ce rôle crucial de la vaccination et ce rôle est reconnu, le comité de concertation a également décidé qu'à partir du 1er mars, il faudra avoir reçu sa dose de rappel, ce qu'on appelle le booster, pour disposer d'un certificat de vaccination valide. Et donc, sauf si votre dernière dose est très récente et remonte à moins de 5 mois, vous devez avoir donc votre booster pour que votre COVID Safe Ticket reste valide. Donc, très concrètement, si votre dernière dose date, par exemple, du 1er octobre, vous devez avoir reçu votre booster avant le 1er mars. Si ce ne serait pas le cas, votre certificat de vaccination expirera et donc cette dimension du CST ne serait plus valable. Dus zeer concreet met betrekking tot het CST, om ervoor te zorgen dat de geldigheid van de vaccinatiecomponent daar geldig blijft, zal het zo zijn dat vanaf 1 maart dat beperkt is tot een periode van 150 dagen. Dus wie voor 1 oktober zijn laatste prik heeft gekregen, die moet ervoor zorgen dat voor 1 maart de boosterprik gekregen is, om ervoor te zorgen dat dat element van de CST valabel blijft. Laat het duidelijk zijn, iedere bijkomende vaccinatie geeft ons bijkomende vrijheid. En dat vertaalt zich via het CST. Het CST is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat we het maatschappelijk leven kunnen behouden en dat we dat op een veilige manier, op een zo veilig mogelijke manier kunnen doen. Maar is het CST daar voor de eeuwigheid? Absoluut niet. Als na Omicron we zien dat de besmettingen gestabiliseerd zijn, als we zien dat de situatie in onze ziekenhuizen gestabiliseerd is, dan zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden. En laat het duidelijk zijn, we zullen dit soort certificaat geen dag te lang gebruiken. Maar vandaag is het nog steeds een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat mensen zich vaccineren, om ervoor te zorgen dat mensen op een zo veilig mogelijke manier met elkaar zaken samen kunnen doen. Maar we zullen het geen dag te lang aanhouden. Alors, par rapport à l'adhérence de la vaccination, et c'est le dernier sujet que je voudrais aborder, le comité de concertation a donc pris acte et pris connaissance de l'étude, du document qui a été fait par le commissariat Corona par rapport aux différentes stratégies qui permettent d'accroître le taux de vaccination. Alors, il s'agit ici d'un débat fondamental avec des conséquences qui ne sont pas des conséquences légères. Et donc, il me paraît tout à fait normal qu'on demande au Parlement de prendre la main et d'organiser un débat approfondi sur cette question-là, en toute sérénité et en tout sérieux, avant que la discussion puisse continuer au sein et entre les différents gouvernements. Voilà, ik zou hiermee het woord willen geven aan minister-president Jambon en après cela, minister-president Durpo. Dank u wel, meneer de eerste minister. Ik denk dat het een heel goede zaak is dat we vandaag hebben kunnen besluiten rond die barometer. En ik wil mij aansluiten bij de bedankingen die de eerste minister gericht heeft aan het coronacommissariaat voor het gigantische werk dat ze gedaan hebben. Ook goed contact gehouden met de sectoren, de betrokken sectoren in dit geval. En het is echt
verschrikkelijk goed werk geleverd en ik denk dat er vele uren, maar het resultaat is er en dat is een goede zaak, denk ik. Want wat is het voordeel van die barometer? Dat we natuurlijk, het virus is niet voorspelbaar, hoe het virus zich gaat evolueren is niet voorspelbaar, maar we hebben nu wel een kader waarbinnen we weten, als op die 2 parameters, en ook een aantal andere facetten mee in het oog genomen, als op die 2 parameters bepaalde drempels in het verschiet komen, tot welke maatregelen wij dan kunnen overgaan. Misschien toch even zeggen dat die 2 parameters samen met elkaar bekeken moet worden. Bijvoorbeeld, vandaag zitten we met de ICU-capaciteit, of de bezetting van de ICU, onder de 500. Dus dat zou een level kunnen zijn om van rood naar oranje te gaan. Maar tegelijkertijd zien we de hospitalisaties sterk stijgen en dan zou het natuurlijk zeer onverantwoord zijn van dat te doen. Maar één keer als die hospitalisaties over een piek zijn en een continu dalend perspectief bieden en het ICU blijft onder die level, dan is de moment daar om de volgende fase in ogenschouw te nemen. Er zijn ook, en daar ben ik ook heel blij voor, een aantal tegenstrijdigheden die in de wording van de maatregelen, dat is ook niet, je stuurt wat bij en af en toe een beetje afstand nemen en kijken van wat is nu de set van maatregelen. Er zaten toch een aantal tegenstrijdigheden in die we vandaag wegwerken. Ik geef een paar voorbeelden. Binnen mocht je met 200 mensen zitten, buiten kon dat niet, terwijl we altijd, en ook de experte die zegt, buiten is veel veiliger dan binnen, dus het is goed dat dat opgelost is. Hetzelfde met wat in een bepaalde zaal mag in functie van de grootte van die zaal. We hadden een kap gezet op 200, maar 200 mensen in een zaal die een capaciteit heeft van 200 of 200 mensen in een zaal die een capaciteit heeft van 2500, ik zeg maar iets, plaatsen, dat is natuurlijk toch ook moeilijk uit te leggen. En dan was er nog in de cultuursector zo'n anomalie. Je mocht niet repeteren als toneelgezelschap of als koor, maar je kon wel een opvoering doen met publiek, met 200 mensen publiek. Natuurlijk ook fijn dat dat nu opgelost is. Het uur in de horeca, het sluitingsuur in de horeca, is met 1 uurtje verlengd. Ik denk dat dat veel soelaas brengt voor de horecasector en dat dat in de pandemie weinig verschil maakt. Dat uurtje zal denk ik, de zaak pandemisch niet echt maken, maar geeft toch in de horeca wat soelaas. Dan het CST-gebeuren. De eerste minister heeft er ook al wat commentaar over gegeven. Ik wil daar toch nog wat aan toevoegen. In de fase geel, dus we zitten nu rood, dan gaan we naar oranje. In fase geel is er geen CST meer nodig, dan zijn we daar vanaf. En dat is eigenlijk het moment waar je van pandemie naar endemie overgaat. Endemie is eigenlijk gelijk we de griep vandaag behandelen. Dus daar nemen we dan... Ten laatste, daar nemen we afscheid van het CST. En, zoals de eerste minister zei, in de volgende weken zullen de parlementen zich ook buigen over in welke omstandigheden heeft het CST nut en in welke omstandigheden heeft het geen nut. En dan komt dat terug naar de tafel van het overlegcomité en zullen wij daar ook beslissingen in moeten nemen. U weet dat ik altijd verdedigd heb dat het CST bijzonder belangrijk is in het kader van de vaccinatie, om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. En Vlaanderen was zeker toonaangevend in laten we maar zeggen, de eerste golf van de vaccinaties. 1 vaccin als het over Johnson & Johnson ging, 2 vaccins als het over de andere ging. Wij zijn ver boven de 90% vaccinatiegraad in Vlaanderen gaan. Ik denk dat dat echt formidabel is. Bedankt aan alle Vlamingen daarvoor. Maar wat zien we nu? Dat in de boostercampagne eigenlijk ook diezelfde responsgraad zich voordoet. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die de eerste vaccins gehaald hebben, die niet terugkomen voor de boostervaccins. Op dit moment zitten we een stuk boven de 70% al. En voor het einde van deze maand, voor het eind januari, zal iedere Vlaming uitgenodigd worden. En ook de mensen die bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie niet zijn kunnen komen voor hun vaccin, die krijgen natuurlijk een tweede gelegenheid om de booster te halen. Want ik denk echt dat het cruciaal is om in de strijd tegen het vaccin, dat we ons zo massaal mogelijk laten vaccineren. Dus hierbij nog een oproep voor degenen die nog zouden twijfelen. We zien in de feiten, we zien in de cijfers dat boosteren dat echt een veel grotere graad van bescherming biedt dan die eerste vaccins die nu toch stilletjes aan hun efficiëntie aan het verliezen zijn. Dus absoluut een oproep om ook in te gaan op die uitnodiging om u te laten boosteren. En met die inspanningen samen zullen we dit virus wel klein krijgen.
Ja, dank u wel. Monsieur Drapeau. Merci, Premier. Comme vous l'avez dit, il y a pour le moment un climat à la fois d'inquiétude et d'espoir. L'inquiétude, elle est due au fait qu'on constate qu'avec le variant Omicron, le nombre d'hospitalisations évolue d'une manière extrêmement importante. Et l'espoir, c'est également de voir ce qui se passe dans certains pays, comme l'Afrique du Sud et d'autres pays, où ce variant, eh bien, tout d'un coup, diminue substantiellement. Et donc, le comité de concertation voudrait aller plus loin dans les allègements, mais tant qu'on n'a pas un reflux, tant qu'on n'a pas une diminution significative de la contamination, c'est relativement difficile. Pourtant, on a réussi à faire en sorte, de mettre sur pied un baromètre, le Premier ministre et le commissaire Covid l'a expliqué, baromètre qui est une aide à la décision du comité de concertation. Donc ce n'est pas un tableau automatique, c'est-à-dire que demain, on ne va pas nous remplacer par des ordinateurs qui diraient, voilà, on arrive à tel niveau, on fait ceci, on fait cela. Pour le reste de la situation, je dirais que pour le milieu culturel, pour lequel plusieurs collègues, que ce soit M. Jolet, moi-même, nous sommes très, très attentifs, il y a une réelle amélioration, dans le sens où les salles de 200 personnes eh bien, peuvent être remplies à 200 personnes sans autre condition si ce n'est le masque. Au-delà, malgré que nous soyons en zone rouge, eh bien, on pourra aller jusqu'à 70% de la jauge, et si dans la salle il existe une ventilation ou un autre mécanisme qui permet de garder le nombre de ppm d'oxyde de carbone, de CO2, au niveau de 900, eh bien, alors à ce moment-là, non seulement on peut aller à 70% de la jauge, mais on peut également aller à 100%. Alors, bien entendu, notre espoir, c'est d'aller plus loin, d'ouvrir encore plus, et ça, nous le ferons, Monsieur le Premier ministre, quand nous nous verrons la prochaine fois, dans environ 3 semaines, en espérant qu'à ce moment-là, on pourra y voir plus clair avec l'évolution du variant Omicron. Autre élément important, c'est qu'on a voulu aussi montrer une volonté d'allègement à l'égard de l'ORECA, puisque nous passons de la fermeture à 23 heures, comme maintenant, à la fermeture à minuit. C'est un signe d'encouragement, et on espère, mais ce n'est qu'un espoir, que dans 3 semaines, on pourra aller plus loin, et je répète pour la deuxième fois, tout dépendra du variant Omicron. Enfin, je voudrais insister à nouveau sur le fait de se vacciner. Toutes les études montrent, et les réalités dans les hôpitaux, que quand on est vacciné, on a 25 fois moins de risques de se retrouver à l'hôpital. Et aujourd'hui, le grand enjeu, notamment contre le variant Omicron, pour toutes celles et ceux qui peuvent le faire, c'est d'avoir la 3e dose de vaccination. Et j'insisterai jamais assez pour qu'il en soit ainsi. Ce matin encore, j'ai pris contact avec de nombreux médecins directeurs d'hôpitaux. Croyez-moi, dans les unités de soins intensifs, là où souvent c'est l'antichambre de la mort, eh bien, ce sont essentiellement des non-vaccinés qui s'y trouvent. Et donc, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, eh bien, j'insiste, vaccinez-vous, et surtout faites en sorte, si vous êtes déjà 2 fois vacciné, de prendre la 3e dose. Voilà, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Premier. Je voudrais dire qu'effectivement, on est dans un moment un peu particulier, puisque on est en plein dans la vague, la déferlante Omicron, et dans le même temps, nous délivrons aussi quelques messages d'espoir et d'ouverture. Et donc, c'est cette espèce de paradoxe-là qu'il nous convient d'expliquer ici et d'étayer. Mais je pense que si on regarde ce qui se passe dans les autres pays, effectivement, ce qui a été dit ici, il se répète effectivement pour la Belgique, il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Et donc ce sont des éléments positifs. Et moi, je voudrais simplement délivrer un message d'espoir pour un secteur important à Bruxelles.
c'est le secteur du monde de la nuit qui pourrait croire qu'il n'y a pas de perspective à brève échéance. Je pense qu'avec les décisions qui ont été prises, notamment en matière de ventilation et ou de purification d'air, je pense qu'avec la diminution du nombre d'hospitalisations et donc un retour, je dirais, un reflux de cette vague, je l'espère en tout cas de tous mes voeux qu'on puisse, lors de la prochaine réunion du comité de concertation, si les chiffres se confirment comme c'est le cas dans d'autres pays, pouvoir offrir cela parce que à la fois, c'est un secteur important, effectivement, pour l'économie bruxelloise. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un secteur important pour la santé mentale des jeunes, des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sortent dans le monde de la nuit, mais c'est un élément important aussi de faire en sorte qu'on puisse à nouveau revivre et retrouver un peu le sens de la fête. Voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Premier ministre. Certains redoutaient qu'on puisse atterrir sur ce baromètre. Je pense qu'on l'a fait. Alors, est-ce que ce baromètre est la panacée? Certainement pas. Mais je pense que c'est un outil important de communication et de prévisibilité à l'égard de la population, mais aussi à l'égard des différents secteurs, de l'Horeca, la culture, la jeunesse et le sport. Je souhaiterais vraiment remercier le Premier ministre pour tous les efforts qui ont été faits ces dernières semaines et ces derniers jours, ainsi que le commissariat et Pedro Facón et mes collègues ministres présidents. Je pense qu'il y en a qui causent, il y en a qui agissent et qui travaillent, et je pense qu'on a abouti, je pense cet après-midi, à un résultat certainement qu'on aurait, comme d'autres l'ont dit, souhaité encore plus d'assouplissement, mais je pense que le travail réalisé est sérieux et va permettre de donner des perspectives à toute une série de secteurs. Alors, il faut insister évidemment sur la cohérence des mesures que l'on a pu donner. On l'avait dit, 200 personnes, c'est une capacité qui n'avait pas beaucoup de cohérence quand on avait des salles qui pouvaient accueillir 1000 ou 2000 personnes. Je pense qu'on a entendu le message de la culture. On a beaucoup plus de cohérence entre les différents secteurs et on donne des jauges beaucoup plus importantes puisque même en zone rouge, on est dans une fourchette de 50 à 70% de la capacité de la salle. Ici, aujourd'hui, on a décidé 70% de la capacité de la salle, mais avec un élément important, c'est qu'on peut aller jusqu'à 100% de la capacité des salles et des infrastructures, pour autant qu'on remplisse certaines conditions en matière de ventilation. Donc je pense que c'est important pour le secteur culturel. C'est important aussi par rapport à la rentabilité économique. Je pense qu'à un moment donné, si on décide de jauge trop faible, je pense qu'il y va de la rentabilité économique du secteur. C'est un élément très important. En matière de cohérence jeunesse, culture et sport, les activités dans un contexte organisé, c'était un peu, comme Yann l'a dit, un peu une incohérence aussi dans le système. Ici, il y a une autorisation à partir pour 80 personnes. Je pense que c'est un élément aussi très important. En matière de sport aussi, puisque le public était interdit, y compris à l'extérieur, ça donne des perspectives aux clubs sportifs professionnels, mais aussi peut-être et surtout aux clubs amateurs, que ce soit en matière de public, mais aussi en matière économique, par rapport notamment à ouvrir des infrastructures, buvettes ou cafétérias dans les conditions de l'Horeca aujourd'hui, en matière de jeunesse aussi, puisque toute une série d'activités étaient interdites et elles ne le seront plus à partir de vendredi. Donc vraiment, pour l'ensemble des secteurs, on l'a dit, au niveau de l'Horeca, aussi l'assouplissement qui avait été décidé. Donc je pense qu'on est dans beaucoup plus de proportionnalité aussi par rapport aux mesures qui étaient en vigueur. Je pense qu'il faut aller d'un message optimiste aujourd'hui, même si on a évoqué toute la prudence qui est encore de mise par rapport aux nouvelles admissions dans les hôpitaux. C'est ce qui a engendré aussi une certaine vigilance et prudence encore aujourd'hui, mais nous espérons évidemment le plus rapidement passer dans une phase orange, voire dans une phase verte. Je pense qu'il faut vraiment voir ça aussi avec beaucoup d'optimisme. Et j'aurais simplement pour
Pour terminer, je pense que, comme on l'a déjà souvent répété, cette crise use, elle fatigue l'ensemble des secteurs. Mais en ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, je voudrais avoir une attention toute particulière aux élèves, aux parents d'élèves, aux enseignants, aux directions d'école. Et c'est la même chose pour les accueillants de la petite enfance qui se trouvent dans des conditions difficiles et qui font un boulot remarquable dans ces conditions. Merci, Herr Paas. Vielen Dank, Herr Premierminister. Ich finde, wir haben heute mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate einen sehr wichtigen Konzertierungsausschuss erlebt. Und deshalb möchte ich gerne die wichtigsten Beschlüsse sehr kurz in deutscher Sprache zusammenfassen für unsere ostbelgischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich freue mich wirklich sehr, dass es heute gelungen ist, einen Stufenplan, ein Barometer für durchaus wichtige Sektoren zu beschließen. Denn dieses Barometer wird uns vor allem Orientierung geben, uns, den Politikern, aber auch den Vereinen, den Kulturschaffenden, eigentlich der gesamten Bevölkerung. Dieses Barometer macht Entscheidungen vor allem nachvollziehbar, weil es auf klaren, wissenschaftlichen, objektiven Kriterien beruht und dabei vor allem die Situation, die so wichtige Situation in den Krankenhäusern berücksichtigt. Dieses Barometer eröffnet damit auch kurz-, mittel- und sogar langfristige Perspektiven und es schafft, soweit das in einer Pandemie überhaupt irgendwie möglich ist, auch eine gewisse Form von Planungssicherheit. Es verhindert genauso auch Ungerechtigkeiten zwischen einzelnen Sektoren und es bereinigt Inkohärenzen, die es leider heute immer noch gibt. Die Kollegen haben einige Beispiele dafür genannt. Und es führt in der Praxis doch sehr kurzfristig ab dem 28. Januar, ab kommendem Freitag, auch zu einigen sehr konkreten Verbesserungen. Das organisierte Vereinsleben wird wieder möglich sein. Es wird wieder möglich sein, für Musikvereine Proben durchzuführen, Generalversammlungen zu veranstalten, Jugendaktivitäten dürfen wieder stattfinden mit 80 Personen drinnen bzw. 200 Personen draußen. Kulturveranstaltungen, wenn die Menschen sitzen, sind nicht mehr auf 200 Personen begrenzt. Wenn die Saalgröße es erlaubt, darf man auch 70% der Saalkapazität in Anspruch nehmen. Bei Sportveranstaltungen wird wieder Publikum zugelassen, sowohl drinnen als auch draußen, nach denselben Regeln, 200 Personen bzw. 70% Kapazität. Und die Sperrstunde im Horeca wird auf Mitternacht festgelegt. Aufgrund der hohen Infektionszahlen und den damit immer noch verbundenen Unsicherheiten und Risiken für unsere Krankenhäuser starten wir jetzt in der Stufe Rot, in der schlimmsten, schlechtesten Stufe des Barometers. Und wir hoffen natürlich, dass wir, so schnell die Pandemie es möglich macht, in die orange bzw. gelbe Phase kommen können mit weiteren Lockerungen. Das wird sehr entscheidend davon abhängen, wie viele Menschen sich boostern lassen. Dass wir heute überhaupt diese Lockerungen haben beschließen können, trotz hoher Infektionszahlen, das verdanken wir ja der erfolgreichen Impfkampagne in Belgien. Das Boostern wird einen Beitrag dazu leisten, möglichst schnell in noch sicherere Gewässer zu kommen. Ich habe, um abzuschließen, einen Stufenplan, ein Barometer wirklich immer befürwortet. Und ich habe solche Instrumente, vergleichbare Instrumente auch in anderen Staaten beobachtet. Und wenn ich heute die belgischen Beschlüsse vergleiche mit ähnlichen Instrumenten in anderen Staaten, dann ist hier, glaube ich, hervorragende Arbeit geleistet worden. Dieses Barometer kann sich auch im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen und deshalb möchte auch ich mich ganz herzlich bedanken beim Corona-Kommissar für die erfolgreiche, für die hervorragende Arbeit, bei den Vertretern der Sektoren, bei den anderen Fachministern für diese äußerst wichtige Arbeit. Danke. Ik denk dat we gaan proberen om minister Van den Broeke van op afstand te volgen. We zien u op het scherm. Normaal gezien zouden we u ook moeten horen. Ja, dank u wel, Alexander. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Dank u wel. Ja, ik neem deel van op afstand om de zeer eenvoudige reden dat ik een hoog risicocontact heb gehad. Ik ben geboosterd, maar je moet niet in quarantaine, maar je moet toch wel zeer voorzichtig zijn in dat geval. En voorzichtigheid betekent dat je eigenlijk alles op afstand doet, tenzij wat je echt noodzakelijkerwijze niet op afstand kan doen. Dus ik heb vergaderd met de collega's van het overlegcomité. Het was een hele goede vergadering, maar nu blijf ik weer op afstand.
Het was een hele goede vergadering, ons overlegcomité, omdat we er eindelijk in geslaagd zijn om een akkoord te vinden over hoe zo'n barometer er moet uitzien. Maar voor de mensen thuis betekent dit eigenlijk ook dat we weten dat we weer stappen kunnen zetten op weg naar een meer normaal leven. En dat we die stappen op een veilige manier gaan zetten. We houden het veilig. En daar helpt deze barometer ons in. Dat betekent inderdaad dat we blijven kijken naar hoe gaat het in onze ziekenhuizen. Dat we zeggen, ja, als onze ziekenhuizen het heel moeilijk hebben, dan moeten we ervoor zorgen dat de last niet nog zwaarder wordt. En als onze ziekenhuizen het gemakkelijker beginnen hebben, dan kunnen we geleidelijk aan in de rest van de samenleving ons ook wel wat meer veroorloven. Dat is eigenlijk wat deze barometer zegt en dat is in het belang van iedereen. Ik ga niet herhalen wat anderen daarover al als commentaar hebben gegeven. Dit is geen automatische piloot. Dit is een kader dat ons beleid gaat oriënteren, waarbij vooral heel belangrijk is dat je meer voorspelbaarheid krijgt, dat iedereen, organisatoren van concerten, organisatoren van sportevenementen, maar ook cafébazen, restauranthouders, mensen die jeugdactiviteiten organiseren, beter op voorhand weten welke eventuele maatregelen zouden kunnen genomen worden wanneer de toestand verder verbetert, maar ook, laten we hopen dat dat niet het geval is, wanneer de situatie verder zou verslechteren. Ik zou in het bijzonder willen beklemtonen dat we vandaag wel echt stappen kunnen zetten, opnieuw, in de richting van een meer normaal leven, met onder meer hele belangrijke dingen die terug mogelijk worden voor de sportsector, het publiek dat wil komen kijken naar voetbalmatchen, maar ook voor de cultuursector, voor de evenementensector. Er worden belangrijke dingen terug mogelijk. Dat is natuurlijk ook alleen maar omdat we tot op vandaag toch ook wel een heel pakket aan maatregelen hebben aangehouden. En we blijven die voor een stuk ook wel aanhouden. Telewerk blijft, bij het winkelen een aantal beperkingen, het mondmasker dragen, dat blijft allemaal. En dan moeten we toch nog wel even zo in stand houden, precies omdat we ondertussen willen dat bedrijven kunnen blijven draaien. Dat we zeker willen dat de scholen zoveel mogelijk open blijven, dat kinderen naar school kunnen gaan. En dat we inderdaad ook de openingen die we in andere sectoren mogelijk maken, willen kunnen volhouden. Veel van wat we bereikt hebben is te danken aan het feit dat deze vervelende maatregelen er zijn en dat we die voor een stuk nog in stand houden. Maar natuurlijk ook onze boostercampagne. En laat me inderdaad herhalen dat die boostercampagne goed loopt, maar we zijn nog niet helemaal rond. Er zijn te veel mensen die die booster nog niet hebben laten zetten, terwijl ze dat eigenlijk toch wel zouden kunnen. En dat is één van de redenen waarom vanaf 1 maart het heel duidelijk moet zijn voor iedereen dat je met een COVID-safe-ticket alleen maar een groen licht zal krijgen op basis van je vaccinatiecertificaat als je geboosterd bent. Tenzij je basisvaccinatie heel recent is, tenzij dat niet langer is dan 5 maanden geleden. Natuurlijk, we spreken hier over volwassenen. Voor jongeren is er vandaag nog geen boostercampagne. We wachten met ongeduld op de goedkeuring door het Europese Geneesmiddelenagentschap voor de boostervaccinatie voor jongeren. We hebben die nog niet. Er is nog geen boostercampagne voor jongeren. Dus jongeren met een basisvaccinatie, dat is in orde in de mate dat zij zouden willen gebruik maken van een CST als ze 16 of 17 jaar zijn. Je crois qu'il est important l'étape qu'on a pu réaliser aujourd'hui parce qu'on peut annoncer des assouplissements qui sont bien réfléchis, qui sont équilibrés, mais on réalise aussi ce fameux baromètre. Et je m'en réjouis énormément et je veux aussi remercier le commissariat Corona et tous les collègues qui ont contribué à ça. Fin décembre, j'avais promis au secteur de la culture, de l'événementiel, les cinémas, j'avais promis de enfin mettre au point avec le Codeco un baromètre. Et on a énormément discuté. Et je m'imagine que même aujourd'hui, dans le secteur de la culture ou l'événementiel, il y aura sans doute encore des gens qui auraient voulu encore un peu plus de liberté. Mais on procède en étapes. Et ce qui est possible dans le secteur de la culture, l'événementiel, les sports, c'est quand même très, très, très considérable, cela a été dit. On peut rouvrir
sur base d'une proportionnalité avec les capacités des salles. Et en ce qui concerne les salles qui accueillent moins de 200 personnes, il n'y a même pas de limite de capacité. Mais dans les salles qui sont plus grandes, il y a une proportionnalité, c'est-à-dire on tient compte de l'infrastructure et de la capacité de ventilation. Et je crois que ça, c'est quand même très important. On se souvient peut-être d'une carte blanche qui a été publiée il y a déjà des mois par Nathan Klumek et quelques collègues, où Nathan Klumek et ses collègues disaient il faut arrêter une politique un peu aveugle par secteur. Il faut vraiment travailler sur mesure. Et si dans un secteur, il y a des établissements, il y a des initiatives qui sont sûres, qui sont sécurisées, grâce par exemple à la ventilation, alors ces initiatives, ces organisateurs auront plus de possibilités que d'autres. Et donc, dès maintenant, et ça c'est peut-être l'étape la plus importante qui maintenant a été franchie, on ne va plus travailler par secteur de façon aveugle, on va différencier des types d'activités et on va toujours aussi différencier sur base de la capacité de ventilation et l'effort fait en termes de ventilation, établissement par établissement, initiative par initiative, infrastructure par infrastructure. Je crois que c'est très important. Je me répète et je termine par ça. Le fait que nous pouvons maintenant, de façon réfléchie, assouplir sur base du baromètre, c'est évidemment grâce aux mesures qui ont été prises et qui, en partie, restent de vigueur, le télétravail, le port du masque, les limitations dans les magasins, mais c'est aussi grâce à la campagne de booster. La campagne de booster reste extrêmement nécessaire. On sait très bien qu'une personne qui a reçu son booster court un risque beaucoup plus limité en termes d'hospitalisation ou de maladies graves. Et donc, c'est pour ça que tout un chacun doit fixer son rendez-vous pour le booster. C'est aussi la raison pour laquelle, à partir du 1er mars, il faut avoir reçu le booster pour avoir un certificat de vaccination valide dans le COVID Safe Ticket, sauf pour les personnes pour qui la vaccination de base est récente, c'est-à-dire date de moins de 5 mois. Évidemment, quand on parle des boosters, on parle des adultes. Pour les jeunes, il faut encore attendre l'autorisation de l'Agence européenne en ce qui concerne une campagne de boostering. Pour les jeunes, on attend ça. Mais ce qu'on vient de décider sur le COVID Safe Ticket, le fait que dès le 1er mars, il faut avoir eu le booster pour avoir un certificat de vaccination valide, ça s'applique pour les adultes. Mais c'est quand même un message important, je crois, positif. Les vaccins fonctionnent. Le booster est ultra important pour vraiment renforcer la vaccination de base. C'est le booster qui permet ces assouplissements réfléchis que l'on organise maintenant. Donc, de grâce, si vous avez la possibilité, si vous ne l'avez pas encore fait, fixez votre rendez-vous pour le booster. Merci.